Je tiens à commencer cette vidéo en vous présentant mes excuses pour le bruit, le son qui est de très mauvaise qualité dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu différents problèmes qui se sont accumulés et j'ai pas réussi à résoudre ces problèmes, même en retraitant l'audio, j'ai pas réussi à avoir mieux que ce que vous allez pouvoir entendre. Donc les problèmes étaient liés bien sûr au bruit du moteur du véhicule, aussi au vent, et j'ai mal placé le micro, et je pense aussi que ce jour-là j'avais dû mal le régler avec une intensité, un gain beaucoup trop élevé, ce qui fait que ça sature beaucoup. J'espère néanmoins que vous allez apprécier ce test. J'ai décidé finalement de le sortir quand même pour remercier la personne qui m'avait prêté ce véhicule, mais c'est vrai que j'ai eu quand même un peu de mal à prendre cette décision parce que vous allez voir, du moins vous allez entendre, l'audio est vraiment de mauvaise qualité. Donc faites attention, ne mettez pas vos écouteurs ou votre casque trop fort. Pensez à régler au mieux pour pas vous vriller les oreilles. Allez, V à tous et à bientôt. Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on est parti pour le test d'une Chevrolet El Camino de 1978. Allez, c'est parti. Donc les amis, aujourd'hui j'ai encore le privilège de pouvoir tester une vieille américaine de collection grâce à un de mes abonnés que je remercie encore. Aujourd'hui, on est sur une Chevrolet El Camino, qui en français signifie le chemin. On est sur une catégorie de voitures assez inhabituelle, très improbable en France, vu qu'en gros on est sur un coupé, mais pick-up. En fait, ça reprend un peu la base d'une berline, sauf que tout l'arrière a été rallongé et transformé en benne afin de transporter des choses. Et à l'avant, vous avez juste une banquette 3 places. Donc c'était une voiture qui pouvait être utilisée aussi bien au quotidien que même pour des travaux à titre professionnel. Le modèle qu'on me prête aujourd'hui est de 1978, c'est-à-dire la 5e et dernière génération de El Camino. Elle a un style assez carré sur sa face avant. D'ailleurs, cette face avant est reprise de la Chevrolet Malibu, qui était une berline de l'époque. Mais le châssis de cette El Camino est bien différent de celui d'une Malibu. Alors forcément, grosse américaine oblige, on est motorisé par un gros V8. C'est un 305 cubic inch, c'est-à-dire en système métrique, ça fait 5 litres de cylindrée. Mais il ne fait que 150 chevaux. À l'époque, fin des années 70, début 80, il y a eu des normes anti-pollution assez draconiennes qui ont été mises en place aux États-Unis, et la plupart des voitures ont vu leur puissance baisser énormément. Une El Camino un peu haut de gamme dans les années 60, ça faisait facilement plus de 300 chevaux. Celle-ci n'en fait que 150 avec une cylindrée assez identique. C'est un moteur qui est toujours alimenté par carburateur, et d'ailleurs aujourd'hui le carburateur a été remplacé par un modèle un petit peu plus performant, donc je suppose qu'elle doit avoir des performances entre 150 et 200 chevaux. Alors j'espère que vous entendez bien le ronronnement typique du V8. Sur cette machine, l'échappement est latéral à l'arrière, vous avez une sortie de chaque côté. Mais bien sûr, d'origine, elle ne fait pas un bruit aussi exubérant. L'échappement a été remplacé par une ligne inox. Se mettre à conduire un de ces véhicules américains de collection, c'est toujours très surprenant. La différence de comportement et même au niveau de l'habitacle, c'est extrêmement différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur des véhicules européens, même de cette époque-là. Là par exemple, vous voyez qu'à l'intérieur, ce ne sont pas des sièges, c'est une banquette qui est coupée en deux. D'ailleurs, cette banquette est rabattable au milieu, ce qui permet d'accéder à un compartiment qui est derrière, et c'est un coffre qui est vraiment assez grand. Aujourd'hui, une bonne partie est prise par le système de sono, mais franchement, ça fait la même taille qu'un coffre d'une berline standard. C'est juste l'accessibilité qui peut être un peu pénible, vu que c'est forcément derrière les sièges. Le propriétaire m'indiquait que d'ailleurs, d'origine, il y a une séparation entre l'habitacle et cette partie de rangement, mais aujourd'hui, sur celle-ci, ce n'est plus présent. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a ce rangement derrière les sièges, car on n'a quasiment aucun autre compartiment de rangement à l'intérieur. Vous avez juste une toute petite boîte à gants
et c'est tout. Il n'y a pas de vide-poche, il n'y a pas de rangement dans les portes, c'est vraiment à l'ancienne et à l'américaine, quoi. Tout est dans le coffre. D'ailleurs, le fait que ce soit une banquette, c'est assez pénalisant pour moi, car il n'y a pas de réglage sur cette banquette. La seule chose que vous pouvez régler, c'est la distance par rapport aux pédales. Vous n'avez pas de réglage de l'inclinaison du dossier, c'est vraiment à l'ancienne. Mais par contre, ce qui est génial sur ce genre de véhicule, c'est le confort. On est extrêmement bien assis, on a l'impression d'être dans un canapé. Vu que le dossier n'est pas réglable, vous avez par contre un réglage de la hauteur du volant, et ça, j'avoue que c'est plutôt pratique. Bon, sinon, à la prise en main, ce genre de véhicule est relativement facile, parce que c'est conçu pour les routes américaines qui ont assez peu de virages, c'est conçu pour la ligne droite, les suspensions sont extrêmement typées confort, ça fait un peu comme un bateau, hein. Franchement, on est un peu en train de naviguer dans le véhicule, mais c'est vraiment conçu pour les États-Unis sur nos routes, surtout ici. Là actuellement je suis dans le Doubs, c'est pas fort, ça n'incite absolument pas à rouler fort. Dans les virages on ralentit bien comme il faut et on réaccélère qu'à la sortie de celui-ci. C'est pas une véritable voiture de sport, même si il est vrai qu'il y avait des versions puissantes de ce type de véhicule. Comme je vous le disais, comme pour la plupart des américaines, on est motorisé par un gros V8 et aussi, comme sur la plupart des américaines, c'est couplé à une boîte automatique. Celle-ci n'a que 3 vitesses et comme souvent, ça enlève clairement toute impression de performance. Même si le moteur est très gros, quand on accélère fort, ça fait du bruit, mais il se passe clairement pas grand-chose. C'est un véhicule qui est vraiment parfait pour cruiser. En plus, vous pouvez transporter plein de trucs avec cette énorme benne. Aujourd'hui, en accessoire, vous avez le couvre-benne à l'arrière, qui n'est pas d'origine, c'est une option de l'époque. Mais d'origine, cette El Camino n'a pas de couvre-benne. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que vous n'avez pas de poignée à l'extérieur du véhicule pour ouvrir la benne. La poignée est à l'intérieur. Comme toutes les grosses américaines, cette machine a son moteur relié bien sûr aux roues arrière, ce qui justifie que les pneus soient beaucoup plus larges à l'arrière. Et ça renforce une fois de plus ce côté dragster que j'adore. Un petit détail qui a son importance, on a des ceintures avec un enrouleur. Ça peut sembler bizarre que je parle de ça, mais j'ai déjà testé des américaines de cette époque qui n'avaient pas de ceinture à enrouleur. Et franchement, c'est vraiment un gage de sécurité d'avoir cet enrouleur. Comme la plupart des américaines, c'est une voiture longue et lourde, surtout avec ce moteur en V8. Elle est donnée pour environ 1,6 tonnes. Et pour déplacer facilement ce véhicule, vous avez une direction assistée qui est extrêmement performante. Je touche à peine au volant, et comme souvent sur les américaines, il y a quand même pas mal de flou dans la direction. Mais j'ai besoin de mettre aucun effort pour diriger le véhicule. C'est vraiment super facile. C'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve sur la plupart des américaines de cette époque. Là, j'accélère un peu fort. Vous entendez que ça monte dans les tours. D'ailleurs, le propriétaire, vous pouvez voir qu'il a rajouté un compte-tours, parce que d'origine, il n'y en a pas. Et le compteur, vous avez donc la vitesse, avec la double graduation miles et km/h. Vous avez la température du liquide de refroidissement, température de l'huile, un voltmètre, et aussi, bien sûr, votre jauge de carburant. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont décidé de mettre en très gros un compteur qui est aussi gros que la vitesse, qui est en fait une horloge. Malheureusement, aujourd'hui, cette horloge ne fonctionne plus. Faut vraiment mettre le pied dedans pour que ça accélère. Et lorsqu'on veut freiner, c'est du freinage de l'époque. Ça reste efficace, mais on n'a absolument pas les sensations au niveau du freinage qu'on aurait sur un véhicule plus moderne. Ça fait un peu peur, parce qu'on a l'impression qu'on risque de tout bloquer d'un seul coup. Il y a très peu de feeling qui remonte dans la pédale en fait. On voit que ça freine, on appuie plus fort, ça freine forcément plus fort, mais il n'y a aucun seuil qui vous indiquerait là ça va bloquer, quoi. Concernant les équipements de l'époque, vous avez une climatisation, et ça c'est plutôt pas mal. À l'époque ça se faisait de plus en plus. Bon, aujourd'hui malheureusement cette clim ne fonctionne plus, car elle est encore sur un ancien système avec un gaz qui ne se fait plus vraiment actuellement.
Allez, j'accélère mon coup. C'est très très flou dans la direction, hein. Et on a l'impression sur ce véhicule que on passe quasiment jamais de vitesse. Là, il a fallu que j'attende d'être quasiment à 100 km/h pour entendre la boîte de vitesse changer de rapport. Ce type de moteur avec une boîte de vitesse avec si peu de rapport, ça fait que vous avez une consommation qui est très élevée. Le propriétaire m'indiquait qu'en roulant normalement, on tournait aux alentours de 15 litres, ce qui est raisonnable au final pour ce genre de véhicule. Un point assez sympa dans cette voiture, c'est la visibilité qu'on a autour de nous. Là, je suis assis très bas parce que bien sûr, vous l'aurez compris, la banquette n'est absolument pas réglable en hauteur. Et malgré ça, j'arrive à bien voir autour de moi. Les espaces vitrés sont assez bons, les montants sont relativement fins. On se doute bien qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes normes de sécurité que maintenant. Et je vois très bien ce qui se passe derrière, parce que la vitre est vraiment sur quasiment toute la largeur de la voiture. D'ailleurs, cette vitre a un look un peu inhabituel, elle est recourbée, c'est très joli. Et donc, je vois parfaitement bien les véhicules qui me suivent. Le rétroconducteur est réglable directement depuis l'intérieur du véhicule, mais c'est pas un système électrique, c'est un système mécanique. On sent qu'il y a un câble qui relie les deux. Alors que pour le passager, vous devrez régler le miroir depuis l'extérieur. Et les vitres ne sont pas électriques, c'est encore manuel. Pareil au niveau des commodos, hein, rien n'est similaire à ce qu'on aurait l'habitude d'avoir maintenant sur un véhicule moderne. Le passage des vitesses se fait directement depuis un levier au volant. Pareil, ça c'est très classique sur les véhicules américains. Vous n'avez pas de levier pour les essuie-glaces, c'est un bouton sur le tableau de bord. Et pareil, pour allumer l'éclairage, c'est une tirette sur le tableau de bord. La finition n'est pas haut de gamme, mais on voit que sur cette voiture, ça a assez bien vieilli dans le temps. Le tableau de bord n'est pas craqué. Après, je ne sais pas s'il a été remplacé ou pas. Les intérieurs de porte, eux, sont en cuir, ou du moins ça y ressemble. C'est peut-être du simili. Et c'est la seule partie un peu valorisante, je dirais. Mis à part, bien sûr, toutes les petites pièces en chrome. Du chrome sur cette voiture, il y en a un peu partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur l'extérieur, vous avez bien sûr pare-choc avant, pare-choc arrière en chrome. Vous avez tous les entourages de fenêtres en chrome. L'entourage de la benne est lui aussi chromé. Les poignées sont chromées. C'est vraiment ça qui renforce l'image des Américaines. L'aspect extérieur est vraiment joli. Alors j'ai oublié d'en parler, mais au niveau du look, cette voiture a quand même eu quelques modifications. Globalement, elle est d'origine. Vous avez une peinture comme c'était disponible à l'origine. Mais par contre, les bandes, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui était disponible à l'époque. Et les jantes, bien qu'elles soient dans une taille relativement standard, eh bien, ce ne sont pas celles qui étaient d'origine sur ce véhicule. Actuellement, ce sont des jantes en 15 pouces. Elles sont vraiment magnifiques. J'adore en plus le type de pneu qui va sur ce genre de véhicule, avec un flanc assez haut, des pneus très larges. Ça donne un côté dragster au véhicule et ça, j'adore vraiment. Alors je m'arrête ici pour faire un 0 à 100, donc j'accélère à fond. Let's go! Donc ça a vraiment du mal à se mettre en route. Là on arrive à 30 miles. D'un seul coup, là, la vitesse, elle passe. J'arrive à 50 miles, 55 et 60. Ça n'a absolument rien de délirant. C'est une accélération absolument standard. Et il n'y a pas de coup de pied au cul, hein. C'est vraiment linéaire. À haute vitesse, le comportement routier évolue peu en fait. Le problème, c'est qu'il y a toujours autant de flou dans la direction. Et ça, une fois de plus, ça rassure pas pour aller vite. Mais les suspensions restent très très confortables. Le confort ne se dégrade pas avec la vitesse. Là, je suis à flanc de falaise. Ça résonne avec ce V8, c'est juste génial. Et on n'a pas besoin d'aller vite pour avoir une sonorité qui est vraiment parfaite. Avec ces suspensions très très molles, ça fait qu'on a parfois du mal à savoir à quelle vitesse on roule.
Surtout qu'en plus, le compteur est essentiellement gradué en miles. On a la double indication, mais c'est très petit. Donc parfois, quand on jette juste un coup d'œil furtif, on a un peu de mal à lire à quelle vitesse on roule. Vers la fin des années 80, toute cette catégorie de véhicules utilitaires sur base de berline a progressivement disparu parce qu'ils ont été remplacés par les pick-up. Et on sait que les Américains ont adoré les pick-up. Maintenant, c'est vraiment ça qui a remplacé cette gamme de véhicules. Ça se fait plus vraiment maintenant. Bon, pour conclure sur cette El Camino, perso, j'adore son look, même s'il est vrai que cette 5e génération, c'est peut-être, selon mes critères, la moins jolie de toutes les El Camino, mais ça reste un véhicule que je trouve quand même très sympa. C'est vraiment représentatif des États-Unis, ce genre de véhicule. On n'a jamais eu ça en France. Et maintenant, si vous êtes passionné, si vous aimez ce genre de véhicule, on en trouve aux États-Unis pour pas trop cher, aux alentours de 15-20 000 € pour un modèle en bon état comme celui-ci. Mais c'est pas si compliqué que ça à faire venir des États-Unis, car il y en a beaucoup là-bas. Ça a été vraiment très populaire pendant de nombreuses années. Cette El Camino a été vendue de la fin des années 50 jusqu'en 87. Donc il y en a des centaines de milliers qui ont été distribués là-bas. Et on en trouve même en bon état. Si vous désirez vraiment vous différencier sur nos routes ici en France, avec ça, vous ne passerez pas inaperçu. En termes de fiabilité, il n'y a pas trop de mauvais retours, c'est une mécanique assez simple, on trouve des pièces assez facilement pour tout ce qui est entretien courant, et ça même en France. Et comme je vous disais, si vous avez besoin de pièces spécifiques de carrosserie ou pour l'intérieur, vu que c'est très populaire aux États-Unis, vous pouvez faire importer des pièces en France. Forcément, ça coûtera plus cher que pour des pièces qui seraient distribuées en France. Les Américaines, c'est toujours assez indescriptible, le comportement et le fait qu'on puisse apprécier ce genre de véhicule, parce que concrètement, il n'y a quasiment rien qui justifierait l'achat d'un véhicule de ce type en France. Et pourtant, c'est vraiment plaisant à conduire, mais je les apprécie vraiment en mode balade en fait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens, je trouve, qui prennent ces véhicules-là pensant que ça va être sportif, que ça va être ultra performant. Et là, pour le coup, dans ces cas-là, c'est véritablement une déception. Mais pour se balader, c'est top. C'est vraiment top. Et ce siège, je veux le même chez moi pour m'en faire un canapé. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette El Camino de 1978. Si vous avez des questions concernant cette machine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous êtes le possesseur d'une de ces raretés en France, eh bien, donnez-nous votre retour d'expérience, dites-nous quelle version vous avez, quelle motorisation vous avez, car il y en a eu vraiment pour tous les goûts. Ça allait du 4 cylindres au 8 cylindres très performant. Il y a même eu une version diesel sur cette machine. Ce sera intéressant d'avoir votre retour, car comme je l'ai dit, en France, c'est un véhicule vraiment très atypique. Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici pour me prêter cette voiture, c'était super sympa de sa part. Et d'ailleurs, je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule exceptionnel que vous aimeriez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes anciennes vidéos si vous aimez les américaines, vu que j'en ai déjà testé quelques-unes. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Et vive à tous! Avec ces américaines de collection, ce qui est vraiment génial, c'est tout le monde vous regarde, les gens vous mettent des pouces en l'air et parfois ils vous klaxonnent, ils vous font des appels de phare. C'est pas pour comment dire, vous ennuyer, c'est justement pour entre guillemets vous remercier de rouler avec un véhicule aussi atypique et de faire profiter de ça aux autres. Après c'est vrai que par contre face aux écologistes, ça se passe moins bien.